On a tous vu ça, hein, les prix à la pompe qui font le yo-yo sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Alors, d'où ça vient cette valse des étiquettes? Eh bien, tout part du prix du pétrole brut. C'est une matière première, cruciale, mais dont les prix semblent parfois complètement fous, totalement imprévisibles. Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce mécanisme pour essayer enfin d'y voir un peu plus clair. Et pour qu'on soit bien d'accord sur la complexité du truc, regardez cette citation. Ça ne vient pas de n'importe qui, mais de l'Union française des industries pétrolières. On parle des experts du secteur. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils l'avouent eux-mêmes. On n'est pas capable de prévoir l'évolution des prix. C'est fou, non? Si même les pros jettent l'éponge, c'est que c'est vraiment un casse-tête. Mais pas de panique, on est là pour essayer de démêler tout ça. Bon alors, est-ce que le prix du pétrole est un mystère complet? Pas tout à fait. Le mieux, c'est de l'imaginer comme un cocktail. Un cocktail assez complexe. Pour comprendre ce qu'on boit, il faut connaître les ingrédients, les dosages. C'est exactement ce qu'on va faire. On va décomposer la recette ingrédient par ingrédient. Premier ingrédient de notre cocktail, et c'est le plus fondamental, un grand classique de l'économie, la fameuse loi de l'offre et de la demande. C'est vraiment la base de tout, et le pétrole, croyez-moi, n'y échappe pas du tout. Alors, un petit rappel rapide de ce que c'est. Le principe est super simple en fait. Le prix d'un produit, quel qu'il soit, c'est juste un équilibre. D'un côté, on a ce qui est dispo à la vente, ça, c'est l'offre. De l'autre, ce que les gens veulent acheter, ça, c'est la demande. C'est comme une balance qui n'arrête jamais de bouger. Et comment fonctionne cette balance? C'est logique. Quand le prix monte, c'est soit parce qu'il n'y a pas assez de pétrole sur le marché, disons que l'OPEP ferme un peu les vannes, soit parce que tout le monde en veut en même temps, typiquement quand l'économie mondiale tourne à plein régime. Et à l'inverse, quand le prix s'effondre, c'est qu'il y a trop de pétrole, on découvre de nouveaux gisements, on pense au pétrole de schiste américain, ou que plus personne n'en veut, par exemple en pleine récession. Et on a un exemple parfait de ça. Tout récent et assez extrême. On s'en souvient tous. 2020, la pandémie de Covid-19. D'un coup, le monde s'arrête. Plus de voitures sur les routes, ou presque, les avions cloués au sol. Résultat, la demande mondiale de pétrole s'est littéralement écroulée. Et les prix, ils ont suivi en piqué. C'était la loi de l'offre et de la demande version XXL. Mais attention, si c'était juste l'offre et la demande, ce serait presque trop simple. Il y a un deuxième ingrédient, beaucoup plus imprévisible, qui vient tout chambouler. La géopolitique. C'est un peu la main invisible qui vient mettre son grain de sel. Faut pas oublier que le pétrole, ce n'est pas une marchandise comme une autre. C'est le nerf de la guerre, au cœur de toutes les tensions mondiales. Et cette main invisible, elle peut prendre plein de formes. Un conflit qui démarre dans un pays producteur, une menace sur une route maritime stratégique comme le détroit d'Ormuz, des sanctions contre un gros exportateur. Tout ça, ça rend les marchés hyper nerveux. Et le truc le plus important à comprendre, c'est que souvent, il n'y a même pas besoin d'une vraie pénurie. Juste la peur qu'il y en ait une, juste l'anticipation d'un problème, ça suffit à faire s'envoler les prix. Parfois, ce n'est même pas un accident, c'est une stratégie, un vrai coup de poker. Le meilleur exemple, c'est la guerre des prix de 2014-2016. À ce moment-là, tout le monde s'attendait à ce que l'OPEP réduise sa production pour faire remonter les prix, c'était la logique même. Mais non, l'Arabie Saoudite en tête a fait tout l'inverse. Elle a ouvert les vannes en grand, inondant le marché. L'objectif était limpide, faire s'effondrer les prix pour tuer dans l'œuf son nouveau concurrent, le pétrole de schiste américain, qui coûtait bien plus cher à produire. Et ça nous amène au cœur du dilemme permanent de l'OPEP et des grands pays producteurs. C'est un choix cornélien. Est-ce qu'on vend beaucoup de pétrole pas cher pour garder ses parts de marché et étouffer la concurrence? Ou alors, est-ce qu'on produit moins pour faire monter les prix et gagner plus d'argent sur chaque baril, mais en prenant le risque que d'autres prennent notre place? C'est vraiment un calcul sans fin entre le court terme et le long terme. Ok, donc on a l'offre et la demande et on a la géopolitique. On pourrait croire que le cocktail est complet, mais non, il manque un troisième ingrédient, un peu plus secret, et qui a un poids énorme, c'est la finance. Alors là, on entre dans le monde un peu étrange des barils de papier, un monde où on s'échange des millions de barils qui n'existent pas vraiment. En fait, il faut voir ça comme deux mondes qui coexistent. D'un côté, il y a le marché physique, le marché spot. Là, c'est simple, on achète un vrai baril en chair et en os, si on peut dire, qui sera livré et raffiné. Et de l'autre côté, il y a le marché à terme, celui des futurs. Et là, on n'échange pas du tout de pétrole. On échange des contrats, des bouts de papier, ou plutôt des lignes de code aujourd'hui, qui sont des paris sur le prix futur du pétrole. C'est de la pure spéculation. Et juste pour qu'on se rende compte de la folie du truc, accrochez-vous bien. Déjà, en l'an 2000, il s'échangeait 68 millions de ces barils papier chaque jour. 68 millions! Juste pour le pétrole Brent. C'est un volume qui peut être bien plus grand que toute la production mondiale réelle. Donc, ce monde de la finance, avec tous ces gens qui parient à la hausse ou à la baisse, a un pouvoir immense, celui d'amplifier, de démultiplier tous les mouvements de prix. Bon, il est temps de tout remettre ensemble. On a nos ingrédients. Un grand verre d'offres et de demandes, une bonne dose de géopolitique, un trait de spéculation financière. Mais pour que le cocktail soit complet, il nous manque le contenant. Le verre lui-même, en quelque sorte. Et ce verre, c'est le dollar américain.
Pourquoi? Parce que le pétrole, sur les marchés mondiaux, il se paie en dollars. Toujours. Du coup, la relation est presque mathématique. Si le dollar est fort, pour quelqu'un qui paie en euros, le pétrole devient mécaniquement plus cher, ça peut freiner la demande et donc faire baisser les prix. Et inversement, si le dollar est faible, le pétrole devient une bonne affaire pour le reste du monde. La demande peut augmenter et les prix avec. Alors, si on résume tout ça en quelques points clés, moins de production, plus de demande, le prix monte. Trop de pétrole sur le marché, une grosse crise économique, le prix baisse. Une guerre ou des tensions quelque part dans le monde, le prix monte en flèche. Et la finance dans tout ça, eh bien, elle joue le rôle d'amplificateur. Elle met de l'huile sur le feu, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Voilà, en gros, la grille de lecture pour comprendre pourquoi les prix du pétrole sont toujours en mouvement. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière grande question. Une question de fond. Finalement, le prix du baril de pétrole, est-ce que ça représente encore la valeur réelle de cette matière première? Ou est-ce que c'est devenu autre chose? Peut-être un immense baromètre de l'état du monde, un miroir de nos peurs collectives et de nos espoirs économiques. C'est une question qui, pour le coup, reste grande ouverte.